La relation client, c'est vieux comme le monde. Hein, depuis qu'on fait du commerce, on fait de la relation client. Par contre, l'idée d'avoir un marketing de la relation client est relativement une idée assez neuve. Hein. Donc, en tout cas, c'est une idée d'actualité parce que, effectivement, on le voit chez Colorado, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions sur effectivement qu'est-ce que je dois faire de cette relation client. Alors, je vais revenir en 2-3 slides sur effectivement la définition de la relation client et pourquoi, en ce moment, on se pose particulièrement des questions. Alors, la relation client, c'est quoi en 2 secondes, hein. Vous avez un marketing de l'offre qui se décompose en 2 catégories. Le produit que vous vendez, hein, donc quel qu'il soit, hein, des livres, des minutes de télécom, des télévisions, des voitures, ok. Et après, vous avez une offre produit, donc, et vous avez aussi effectivement une offre relationnelle. C'est ça ma définition de la relation client. C'est le type d'interaction, la séquence d'interaction, la qualité des interactions que vous avez avec vos clients tout au long de leur cycle, tout au long de leur cycle client. Hein, donc c'est vraiment l'idée, c'est de dire, faisons de cette offre relationnelle un sujet marketing. Ok. Alors pourquoi on se pose la question de la relation client? La première raison est évidente, c'est qu'on s'est aperçu que c'était un moyen de différenciation important. Se différencier par les produits, c'est possible, mais de plus en plus difficile, cher, relativement imitable assez facilement. Donc quand vous vendez des 6 caves, est-ce que vous connaissez les différences majeures entre une carte bancaire Société Générale et une carte bancaire BNP? C'est pas gagné. Par contre, vous connaissez probablement des différences entre le conseiller que vous avez et les autres que vous ne connaissez pas. Donc on voit bien que le sujet de la relation client est quand même un moyen de différenciation et souvent d'ailleurs un facteur discriminant aux yeux des clients quand on fait des enquêtes sur pourquoi vous consommez tel produit plutôt qu'un autre. Évidemment, le prix, la disponibilité, tout ça sort souvent en numéro 1. Mais très rapidement, on tombe sur des raisons relationnelles. Hein. Donc, alors, vous voyez bien les slides? Oui, c'est bon. Enfin, bon. Depuis quelques années, au cours des années 2000 en gros, on a vu l'apparition vraiment de sociétés dont le business model fondamentalement était fondamentalement basé sur une différence en termes de relation client. Alors, dans la différence, alors évidemment on peut penser au low cost, hein. Il y a des gens comme EasyJet, là, je ne vous fais pas l'histoire de la téléphonie Choche, Free, etc., qui quelque part cherchent à avoir une relation client pas chère pour pouvoir surtout avoir des prix, enfin c'est le mécanisme du low cost. On a aussi des gens qui se sont différenciés sur la relation client à l'autre extrême en faisant vraiment de leur marque, du fait d'une relation client exceptionnellement bonne, leur principal facteur de différenciation. Et ça, la marque emblématique de ce curseur, je veux faire une relation client excellente, indiscutablement, la marque emblématique, c'est Zappos. Je ne sais pas si vous connaissez Zappos, c'est un marchand de chaussures aux États-Unis, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Il était racheté par Amazon en 2009. Et c'est vrai que tous les gens qui font du marketing de relation client se disent mais ils sont complètement fous chez Zappos. Ils ont à l'entrée du centre de relations clients à Las Vegas chez Zappos, vous avez la conversation la plus longue tenue avec un client. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de maximum de durée de conversation. Donc la conversation la plus longue, c'est en heures que ça se compte. Donc un type est resté pendant plusieurs heures au téléphone avec son client. Ils ont des gestes commerciaux à discrétion par les conseillers. Ils ont vraiment tout ce qu'on peut imaginer de top et a priori de très cher en matière de relations clients. Ils l'ont fait. On reviendra sur l'exemple de Zappos, mais c'est vrai que c'est un des... Et ça marche, hein, donc c'est vraiment connu pour ça. Donc c'est vrai que la relation client est devenue vraiment un facteur différenciant dans plusieurs business models. On verra dans les exemples qu'on donne à Nespresso, etc., comment effectivement on a joué cette carte de la relation client dans la différenciation. Alors, ça n'est pas tout. Hein. C'est-à-dire que pourquoi le marketing devient important, c'est que on s'est aperçu, et ça date de, je sais pas, 2-3 ans, qu'en fait on était parti sur des idées assez simples, qui ont été en gros construites au cours des années 2000 en disant on voit bien ce que c'est qu'une bonne relation client. Et finalement, il y a eu à un moment donné, au cours de ces dernières années, sur les 10 dernières années, mettons les années 2000, un espèce de consensus sur ce que devait être une bonne relation client et comment s'y prendre. Alors après, le problème était réussir à le faire. Ça, c'est pas à gagner du tout. Mais disons qu'on avait une espèce de paradigme largement partagé par tout le monde sur comment on devait s'y prendre pour avoir une bonne relation client. Et ce paradigme sont peu à peu en train de tomber. Et donc, alors, je cite quelques-uns de ces paradigmes. On était parti dans l'idée qu'effectivement, une bonne relation client, ça se pilote par la satisfaction. L'idée, c'est d'avoir une bonne qualité relationnelle qui était censée satisfaire le client, et le client satisfait était censé être fidèle. Okay.
C'est pas faux, hein, évidemment, mais on s'est aperçu qu'à la marge, c'était pas forcément vrai. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous augmentez votre qualité que les gens viennent de plus en plus satisfaits et de plus en plus fidèles. Et puis on a des gens qui se déclarent très satisfaits et qui néanmoins sont très à peur. Donc ce cercle vertueux fonctionne en fait pas si bien que ça. Et on s'est aperçu d'un point de vue marketing que la dimension de satisfaction n'était pas du tout forcément la seule. Et que, par exemple, on pouvait avoir des gens, nous, on a, chez Colorado, beaucoup travaillé sur les notions d'intensité relationnelle, autre indicateur. Et on s'est aperçu, par exemple, que les gens qui étaient en très faible intensité relationnelle, donc avec peu d'échanges avec la marque, assez méfiants, assez distants, peu à l'écoute des sollicitations commerciales, dont les gens plutôt en faible intensité relationnelle se déclaraient relativement satisfaits. Hein. Alors, pas au top de la satisfaction, mais quand même relativement satisfaits. Donc on voit bien que la satisfaction n'est pas forcément la seule mesure d'une bonne qualité relationnelle et que ça peut être assez trompeur. On peut avoir vraiment des satisfactions de politesse. Autre présupposé, alors ça c'est un des trucs qui m'a toujours le plus étonné, on a pensé au cours des années 2000 que finalement la bonne idée en matière de relations clients, c'était d'avoir un multicanal en libre service. L'idée est assez simple, hein, c'est de dire les clients ont maintenant à leur disposition plein de canaux, des boutiques en face à face, de l'internet, du téléphone, etc. Le principe, ce qu'il faut réussir à faire, c'est offrir les mêmes niveaux de service et la même qualité de service à travers tous les canaux. Bon. Et finalement, comme on ne sait pas vraiment bien comprendre les clients, c'est au client le client va choisir. Okay. Alors, le problème de cette... Et c'est vraiment quelque chose qui est encore très partagé maintenant. Nombre de directeurs de relations clients disent « Moi, ce que je veux, c'est un libre canal parfait, sans couture, en total libre service, avec le même niveau de service partout. » Je dis « Mais qui vous a dit ça, quoi ?» D'abord, c'est pas une demande des clients. Quand on demande aux clients « Est-ce que c'est ça que vous voulez ?» la multiplicité des canaux n'est pas du tout une demande des clients, parce que la demande des clients, c'est que leur réponse et leur demande soient satisfaites. Okay, et en plus, c'est souvent un facteur de complexité. C'est-à-dire que finalement, je fais quoi? J'ai une réclamation, alors je la pose sur Facebook, j'appelle, je fais un Twitter, je fais quoi? Alors, quand c'est vraiment une vraie réclamation, je fais tout en même temps. Donc, c'est pas forcément au total une simplicité des parcours. Enfin, je ne veux pas dire que le multicanal n'est pas en soi une bonne idée et un bon objectif qu'on peut se fixer, mais c'est certainement pas le seul qu'on puisse imaginer qui fonctionne. Hein. Donc voilà, il y a d'autres modèles qui peuvent fonctionner, à savoir par exemple démarrer sur Internet, puis ensuite aider le client en one-to-one si nécessaire. Troisième présupposé. On a développé l'idée que finalement, il fallait avoir le maximum de données sur le client afin de personnaliser son offre. Ok, donc ça, c'est la vision. Enfin, il y a eu des tonnes d'études là-dessus, la vision 360 degrés du client, l'intimité client, en disant finalement, je vais connaître tout de mon client et comme ça, je vais pouvoir lui faire vraiment l'offre la plus personnalisée, la plus adaptée. Ok, bonne idée, a priori, sauf que ça ne marche pas tout le temps. Et finalement, il y a d'autres modèles qui peuvent aussi être très performants. Hein. Donc, si on a une offre très simple, très universelle, c'est beaucoup moins cher à porter, il y a beaucoup moins de problèmes. Finalement, je peux réduire mes coûts et le client, c'est peut-être ça dont il a envie. Okay, donc, l'offre personnalisée avec plein de possibilités, c'est pas forcément très bon. Et puis, cette idée de dire je vais tout connaître de mon client sans vraiment, d'ailleurs, demander au client s'il est d'accord pour qu'on connaisse tout de lui, pose finalement un problème. Nous, par exemple, on a modèle alternatif, on a travaillé sur les notions de lien fort, lien faible. Vous savez, lien fort, lien faible, je ne sais pas si vous savez, c'est un article très célèbre de sociologie des années 70 de Mark Granovetter, The Strength of the Weak Ties. C'est la force des liens faibles. C'est-à-dire, finalement, vous êtes plus à l'aise pour demander quelque chose à quelqu'un quand vous ne le connaissez pas tellement. Okay. Aller demander quelque chose à un proche, finalement, c'est assez compliqué. Le demander à une connaissance, c'est plus facile. Donc, les marques peuvent très bien jouer la force du lien faible et décider de ne pas tout connaître des clients, mais finalement d'avoir une relation efficace. Et le client donc quelque part, c'est pas forcément souhaitable en soi de chercher à tout connaître de ses clients, surtout quand ils sont pas d'accord. Voilà. Donc on reviendra peut-être sur j'ai paumé le. Ah, voilà. Donc on reviendra peut-être sur ces modèles, mais je pense que fondamentalement, si on fait du marketing de la relation client, c'est parce que si on était finalement dans un monde assez tranquille où on avait une vision assez claire de ce qu'on devait faire, et puis on s'aperçoit qu'en fait c'est pas forcément vrai. Alors si on fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait du marketing de la relation client et on essaye de réfléchir sur d'autres modèles. Le dernier point, et ça c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, c'est qu'effectivement les besoins des clients sont en rapide transformation.
Et ça à cause de la mutation digitale. Donc, ces quelques chiffres vous montrent que, enfin, vous les connaissez par cœur, hein, enfin, on a mis le premier million de haut débit en France, c'est 2002, hein, c'est il y a 10 ans seulement. On a l'impression que c'est là depuis tout le temps. Mais Internet, donc 98, le premier million d'ADSL en 2002 seulement, l'Internet mobile 2006. Donc ça accélère, hein, à chaque fois, on est passé de 8 ans, 4 ans, 2 ans, 1 an pour avoir accès. C'est idiot de rappeler ça parce qu'on le sait par cœur, mais on peine à se souvenir à quel point cette digitalisation accélérée de la société française a un impact majeur, pas sur tous les clients, d'ailleurs c'est un des points importants à souligner, mais alors cette digitalisation modifie la façon dont fonctionnent les clients, et donc faire du marketing de relation client, c'est avant tout comprendre ce que les clients digitaux veulent en matière d'offres relationnelles. Alors c'est aussi autre impact, hein, ça change les besoins, et puis c'est une formidable opportunité pour les marketeurs et la relation client, c'est qu'il y a une extension énorme du champ de la relation client. Le client étant plus ou moins en immersion numérique, on a beaucoup plus d'occasions d'interagir avec lui et beaucoup plus de services à lui proposer. Hein. Donc quelque part, il y a une espèce d'Eldorado là, de relationnel qui s'ouvre devant nous avec la digitalisation de la vie économique. Alors, qu'est-ce que j'entends par offre relationnelle concrètement, hein, c'est quoi une offre relationnelle? Comment on peut le définir? Alors, moi, je vous propose cette définition en 5 points. Hein. Alors, s'il y a un slide à retenir de cette présentation, c'est celui-là. Bon, on a fait un petit exercice quand même pour se dire, à force d'en faire, est-ce qu'on arriverait à avoir une définition à peu près précise de ce qu'on entend par relation client? Donc, il y avait les 4 P. Bon, nous, on a fait les 5 P. Hein, on a essayé de se... Vous voyez, ce petit clin d'œil à porteur. Mais bon, peu importe les P ou autre chose. Par contre, ce qui est important, c'est alors la promesse. Premier point. Il est très important de savoir quelle est la promesse relationnelle que vous faites. Hein, ça démarre de là. Il faut qu'elle soit clairement articulée, qu'elle soit compréhensible par les clients, et surtout que vous soyez capable de la tenir. C'est-à-dire que c'est bien beau, c'est pas une histoire de faire un beau slide en disant je vais promettre, je sais pas moi, un truc incroyable à mes clients. Si jamais je suis pas capable, ça va être extrêmement déceptif et c'est pire que tout. Hein. Donc, premier exercice, définir sa promesse relationnelle. Deuxième point, et c'est évident maintenant que ça joue un rôle majeur, c'est quel type de participation vous allez avoir avec vos clients. Est-ce que vous allez demander de la collaboration avec vos clients? Quel niveau de contribution vous allez apporter à vos clients? Évidemment, le client, maintenant, c'est une communauté, donc quel type de participation vous engagez avec la communauté de vos clients? Essentiel. Hein. Troisième point, package de services. Une relation client, c'est une offre de service. Quand vous faites un self-care, ce n'est pas une addition de fonctionnalités, c'est vraiment un package de services que vous proposez. Donc un package de services, ça se pense, ça se hiérarchise, ça se communique. Hein, donc penser la relation client en tant que quel est mon package de services, c'est très éclairant. Et il faut encore une fois que le client comprenne bien quel type de service il peut avoir et quand il peut les solliciter. Hein, donc c'est rarement fait de manière tout à fait satisfaisante. Quatrième point, les parcours. Hein, donc évidemment, on est dans une... C'est le grand mot à la mode, mais ça reste très vrai. On fait beaucoup de travaux là-dessus chez Colorado. La relation client, c'est une histoire, hein, c'est une séquence d'interactions. Ce n'est pas une succession de moments qui se tiennent. C'est vraiment une séquence, une conversation, une séquence d'interactions. Donc il s'agit de modéliser un petit peu, d'essayer de penser un petit peu par quelles étapes le client peut passer à travers plusieurs canaux. Donc on est là sur effectivement l'expérience multicanale, la cross-canalité, quel est le point d'entrée. Donc tout ça, ces parcours clients doivent se modéliser un minimum. Alors évidemment, il y a une infinité de parcours clients, mais de la même façon qu'on a des parcours sur Internet qu'on essaye de comprendre, hein, même si le client il peut aller sur toutes les pages à tout moment, il y a quand même un certain nombre de parcours Internet. On peut essayer de faire la même chose avec des parcours multicanaux et essayer de dire voilà à peu près les parcours gagnants qu'on essaye d'imaginer pour les clients. Et ça doit former une expérience client. Le cinquième, c'est people, c'est les gens. Hein, parce qu'une relation client, ça reste malgré tout, à un moment donné, quelqu'un, un employé, un salarié qui parle à un client. Et c'est là que ça se joue aussi. Et toutes les bonnes expériences de relations clients, toutes sans exception, sont basées sur une culture d'une organisation capable de porter cette relation client. Hein, on ne peut pas faire une relation client, le marketing ne peut pas être un pur exercice théorique si on n'est pas capable de quelque part mobiliser toute l'organisation pour la développer. Tous les exemples qu'on va voir sont tout à fait évidents. Si Nespresso gagne tous les prix de la relation client, c'est parce qu'ils sont bons dans leur management. Il n'y a pas d'autre explication.
Voilà, les 5 P de la relation client, pour en tout cas, c'est notre définition, il y en a peut-être d'autres, hein, mais de ce qu'on entend par le marketing de la relation client.